Il y a des minéraux qui ont en leur sein des cristaux, qui ont en leur sein plusieurs couleurs différentes. Et sinon, on a des minéraux qui changent de couleur suivant le gisement. Donc c'est le cas par exemple de la fluorine. Bonjour, pour cette semaine consacrée aux bijoux et aux gemmes, nous voici aujourd'hui réunis au sein de la collection des minéraux de Sorbonne Université. Je tiens à remercier Jean-Claude Bouillard de nous accueillir aujourd'hui, directeur de la collection, afin de vous présenter quel est votre parcours. Alors d'abord, merci d'être venu, bienvenue Geoffrey. Curieusement, je m'occupe d'une collection de minéraux et je ne suis pas minéralogiste. Ça surprend pas mal de personnes. Mais enfin, bon, peut-être que beaucoup de voies mènent à la minéralogie ou mènent à la gémologie. Initialement, j'ai été formé comme physicien. Je suis entré au CNRS comme physicien des surfaces. Alors, c'est quoi physicien des surfaces? C'est analyser toutes les réactions de surface et la catalyse, des choses comme ça. J'avais un petit défaut, c'est que j'étais aussi collectionneur de minéraux. Il se trouve que une des maisons de famille se trouve à côté d'une mine de fluorine dans le Morvan. Donc on est petit, on récolte et ça y est, on a pris le virus. Donc je m'intéressais aux minéraux en tant que collectionneur et mon prédécesseur au sein de la collection était à la recherche d'un scientifique qui pouvait lui reprendre le flambeau. Donc j'ai changé de laboratoire, je suis passé d'un laboratoire de physique du solide, laboratoire de physique du solide de l'ENS, au laboratoire de minéralogie, cristallographie, où j'ai commencé une carrière de physicien des rayons X. Et lorsque mon prédécesseur a pris sa retraite, eh bien, je suis devenu directeur de cette collection. Il s'agit d'une des plus anciennes collections de France. Elle est apparue au début du 19e siècle. Les deux collections précédentes étaient surtout la collection du muséum, enfin de ce qu'on appelait le jardin des plantes, qui est une collection qui s'était développée particulièrement à partir du XVIIe siècle. Et ensuite, il y a la collection de l'école des mines, qui est antérieure de quelques dizaines d'années. Pourriez-vous nous présenter quelques pièces remarquables? Je crains qu'il y ait un piège. Je vais vous demander remarquable, ça doit être pierre-gemme remarquable. Donc, écoutez, nous ne sommes pas loin. Donc, nous pouvons voir des pierres intéressantes. Et donc, nous voilà ici en face d'une vitrine où nous voyons des saphirs, des saphirs bleus dans leur sens originaux. Particulièrement important. Ouais. Celui-ci fait plusieurs milliers de carats. Alors bien sûr, la qualité n'est pas la grande qualité des saphirs du Cachemire. Enfin, c'est une qualité cabochon. Il y a quelques parties qui sont intéressantes. Ici, vous pouvez voir plusieurs spinels avec les trois origines prestigieuses des spinels. La première, un peu historique, étant Mogok, la vallée des Rubis. La deuxième, qui était un peu moins connue et qui maintenant est beaucoup plus connue depuis quelques décennies, c'est le nord du Vietnam, avec des spinels de très belle qualité. Et la dernière région où on trouve de très beaux spinels, c'est la Tanzanie, avec les spinels de Mahenge. Celui-ci est assez représentatif de la production. C'est des spinels un peu plus roses, mais souvent avec plus de vie. Dans cette collection, il n'y a pas que cette vitrine. Nous avons 24 vitrines panoramiques exposant l'univers minéral avec toutes ces différentes classes. On ne parle pas de famille, mais de classe. Donc, nous allons nous promener un petit peu dans cette collection. Et je vais vous amener à une des vitrines les plus prestigieuses, emplies de minéraux colorés, de gemmes de qualité et des gemmes connues. C'est la vitrine de silicates, qu'on appelle les cyclosilicates, et dans laquelle on trouve le béryl, avec toutes ses variétés, et des tourmalines à différentes espèces et avec toutes leurs variétés. Bon, ici, nous avons une aigues marine. Alors, un béryl vert,
que les Ukrainiens veulent nous faire passer pour de l'héliodore, et il est vrai que c'est un verre qui est assez jaune. En tourmaline, une très belle tourmaline verte de Madagascar, considérée comme l'une des meilleures par sa qualité. Ici, une tourmaline couleur framboise, venant d'une découverte célébrissime dans une pegmatite qui n'a donné qu'une seule poche. Si nous portons de l'autre côté de cette vitrine, vous voyez encore d'autres beaux minéraux, d'autres belles pièces. Ici, une très belle rubellite du Mozambique, un héliodore de Madagascar, encore des aigues-marines, une gauchénite du Brésil, encore une morganite du Brésil, une très grande morganite. Normalement, on trouve les cristaux connus par ailleurs dans les autres musées, sont beaucoup plus petits. Ici, un béryl bleu, c'est de l'aigue-marine de qualité cabochon. Vous avez également les émeraudes? Et des émeraudes. Alors, elles sont de très belles couleurs, et ce sont les émeraudes de Colombie, que l'on peut comparer avec des émeraudes d'autres gisements, comme par exemple ces émeraudes de Russie. La Russie produit quand même pas mal de belles pièces. On parle d'émeraudes, souvent les néophytes qui viennent devant cette collection se pâment devant les dioptases. Qu'est-ce que c'est beau, etc. Et c'est vrai qu'à lors de leur découverte, peu après leur découverte, à la fin du 19e siècle, au Kazakhstan, ces dioptases étaient appelées les émeraudes de cuivre. Et ça a été un des minéraux les plus chers de l'histoire de la minéralogie, mais malheureusement, ce n'est pas assez solide, ça ne peut pas entrer dans des gemmes. Si nous retournons de cette vitrine vers l'autre vitrine, nous avons affaire à des minéraux un peu moins esthétiques pour l'essentiel, même pour certains minéraux qui sont assez peu appréciés, comme l'amiante que vous pouvez voir ici. Mais à côté, on a une des gemmes les plus importantes au monde, c'est le jade. Et ici, on a une tranche de jade venant des célèbres gisements du Myanmar, enfin de l'ex-Birmanie. Et vous voyez des couleurs naturelles, elle n'a pas été teintée, rien du tout, ni huilée. Et on voit les très rares couleurs vert émeraude qui font de cette pierre une des pierres les plus coûteuses qui existent. De l'autre côté, ici, nous avons encore un autre jade, c'est le cosmochlore. C'est un jade qui est beaucoup plus, qui contient plus de chrome, et donc la couleur est un peu plus sombre. Nous allons nous déporter vers une gemme connue qui est la topaze. Ici, nous avons une illustration de différentes topazes. Bon, souvent, on dit que les topazes bleues sont des topazes irradiées. Ici, vous avez l'exemple de topazes bleues, de bleu ciel, mais qui sont totalement naturelles. Et en fait, le problème de la topaze, c'est que souvent, on trouve des masses de topazes, des cristaux de très grande dimension, comme celui-ci que vous pouvez voir, mais malheureusement sans couleur. D'où la tentation de les colorer. Alors, ceci étant, il y a des topazes qui ont des couleurs qui sont dues à de l'irradiation naturelle, et d'autres topazes qui ont des couleurs qui sont dues à la présence d'oxydes métalliques différents. Donc on peut voir de ce côté-ci, ces topazes qui sont assez pâles, ou celles-ci ont des couleurs d'irradiation qui vont s'affadir si on les met à la lumière du soleil. Par contre, les topazes impériales que l'on voit ici ont des couleurs beaucoup plus stables, dues en partie à la présence de chrome. Et ici, une des gemmes un peu oubliées, qui a été elle aussi à la fin du XVIIIe siècle, l'une des pierres les plus chères de l'époque, et qui est le clase. Alors le clase est un silicate que l'on trouve dans les mêmes gisements que les émeraudes, mais à l'époque, c'était la pierre la plus bleue qui existait. Son bleu était mieux exprimé, plus saturé que le... Un phénomène de mode sur le marché. Oui. La vitrine juste à côté, on a un exemple de grenat. Alors il y a très peu de grenats rouges pour la simple raison, c'est que les grenades traditionnelles, les grenades de pyrope ou les grenats allemandins, ont un rouge très sombre. On les appelait avant des carboncles parce qu'elles étaient rouges, mais comme des braises, donc très sombres. Parmi les grenats intéressants, on peut voir des grenats essonites, donc orange. Alors on les appelait
cannelle, parce que vous voyez, c'est un orangé un peu boisé. Ici, encore des grenats orangés de très belle qualité, d'un gisement qui est assez récent, qui est celui de l'Oliondo en Tanzanie. Et juste à côté, vous avez des grenats verts démantoïdes. Là aussi, d'un gisement récent, c'est le gisement d'Antete Zambato à Madagascar, qui est un gisement assez amusant parce que c'était sur l'estran, donc c'était recouvert par les marées et découvert suivant les marées. Donc il fallait récolter lorsque c'était découvert. Et ici, quelques grenats verts aussi intéressants. Ici, une gemme assez ancienne. Alors, j'ai mis le nom scientifique, c'est la forstérite, mais le gisement gémologique, c'est du péridot. Et donc, c'est du péridot qui vient du Pakistan, un des derniers gisements de péridot de très très belle qualité qui est exploité depuis les années 1980. Alors, il y a un minéral que j'aime beaucoup et qui est aussi une gemme, c'est le lapis lazuli. L'histoire du lapis lazuli, c'est une partie de l'histoire de cette collection, parce que mon prédécesseur avait été chargé de faire la carte des gisements de l'Iran. Et un jour, en étant chez un lapidaire iranien, il voit un cristal de lapis lazuli. Normalement, le lapis lazuli, ce sont des masses. On n'avait jamais vu de cristaux de lapis lazuli. Donc, il a fait plusieurs missions en Afghanistan et il a trouvé les premiers cristaux de lapis lazuli. Alors, vous voyez, le plus grand connu à l'époque, c'était celui-ci. Alors, pour la petite histoire, quand même... Ça date de quelle époque? Oh là, ça a été récolté dans les années 70. Enfin, 60, fin des années 60, début des années 70. Et bon, c'était le plus grand cristal. Après, avec les événements et l'exploitation plus importante du lapis lazuli, on a trouvé des cristaux beaucoup plus grands. Alors c'est un minéral aussi qui est intéressant parce que c'est l'un des premiers minéraux de l'histoire de la gémologie. Si on prend le premier livre, roman entre guillemets, qui ait jamais été écrit, c'est l'épopée de Gilgamesh. Dans l'épopée de Gilgamesh, quand il va à la quête de l'immortalité, il passe par le jardin des gemmes, donc avec des arbres qui portent comme fruit des gemmes, et les gemmes représentées, c'est le lapis lazuli et la cornaline. Donc c'est une des gemmes les plus anciennes, et souvent quand on cite les saphirs dans les textes anciens, on parle de pierre bleue, et cette pierre bleue, c'est le lapis lazuli. Grâce à ces missions, nous avons été les premiers à avoir les premiers cristaux de lapis lazuli. Pendant, on va dire, jusque dans les années 90, les gens venaient à la collection pour voir nos cristaux de lapis lazuli. Après, il y en a eu beaucoup qui sont apparus. Mais entre-temps, tant que les cristaux sont devenus rares et que nous étions les rares possesseurs de ces pierres, on a pu faire beaucoup d'échanges et avoir des pierres vraiment très belles, dont celle-ci que je vais vous montrer. Voilà, c'est ce barreau de béryl. Donc c'est une aiguemarine un peu verte, mais enfin en l'orientant bien, on peut avoir le bleu peut revenir. Hein. Donc Geoffrey, merci encore de ta visite. Merci de l'accueil. Oui. Alors bon, ça a été un peu court. Nous avons vu 2-3 vitrines avec des minéraux qui sont un peu orientés de la gémologie. Mais j'invite tous les amateurs de pierres précieuses ou les amateurs de minéraux en général à venir visiter cette collection qui a encore, comme je l'ai dit, 24 vitrines, 1500 minéraux présentés. C'est des minéraux qui ne sont pas des choses faciles à avoir. Hein. C'est un travail de 2 siècles ou de 2 siècles de sélection sur des découvertes qui parfois étaient ponctuelles, sur des échantillons qui sont quasi uniques et que l'on peut difficilement voir par ailleurs. Hein. Notre collection a une réputation internationale, elle est appréciée de toute la communauté des minéralogistes et de la communauté de toutes les personnes s'intéressant à notre planète et à toutes les beautés qu'elle peut nous offrir.